Bienvenue dans le débat de France 24. Où est donc la Turquie aujourd'hui? Difficile à dire alors qu'on parle de plus en plus d'un retour au monde d'avant celui de la guerre froide. Entre Moscou et Washington, à couteau tiré à nouveau, où se situe Ankara? Historiquement proche des Occidentaux au sein de l'OTAN, le pouvoir turc s'émancipe en poursuivant d'abord ses propres objectifs à l'international, en Syrie et maintenant on le voit en Irak, en réprimant aussi sur la scène intérieure toutes les personnes soupçonnées d'avoir prêté main forte au coup d'État manqué cet été. Dernier en date, les journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, arrêtés avant-hier. Après la Maison-Blanche et Bruxelles, c'est Berlin qui proteste aujourd'hui par la voix d'Angela Merkel. Écoutez. Concernant la Turquie, le fait que ce bien précieux qu'est la liberté de la presse et la liberté d'opinion soit sans cesse limité est pour moi, comme pour l'ensemble du gouvernement, au plus haut point, alarmant. Les journalistes peuvent être certains de notre solidarité, ainsi que tous ceux en Turquie qui sont concernés par ces conditions difficiles d'exercice de la liberté de la presse et d'opinion. On va tomber vers la rupture. Pour en parler avec nous, Emre Demir, bonjour. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de Zaman France, fermé il y a un mois et demi, après notamment les ennuis judiciaires de votre maison mère en Turquie, ennuis judiciaires pour cause de gulenisme, d'après les autorités. Selçuk Demir, face à vous, bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Également parmi nous, Nedim Gürsel, écrivain, vous êtes directeur de recherche au CNRS ici à Paris. Et puis Marc Semo, que nos téléspectateurs connaissent bien, notamment dans Une semaine dans le monde, le vendredi. Vous êtes journaliste au Monde en charge des questions diplomatiques et vous connaissez bien sûr très bien la Turquie. Les autorités viennent donc aujourd'hui d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de 137 universitaires soupçonnés de lien avec Hizmet. C'est le mouvement de Fethullah Gülen. Une nouvelle donc preuve que le tour de vis s'avance. Où en sont donc les purges aujourd'hui? On va peut-être le voir d'ailleurs avec un schéma à l'écran. Depuis le 15 juillet, 100 000 fonctionnaires, policiers, procureurs ont été limogés ou suspendus, 35 000 personnes arrêtées, 170 organes de presse fermés. Rien que ce week-end, plus de 10 000 fonctionnaires ont encore été mis à pied pour leurs liens présumés avec les gulenismes. Il y avait vraiment autant d'ennemis infiltrés dans l'État, Emre Demir? Non, au moins la moitié de ces fonctionnaires qui ont été limogés de l'État, ils n'étaient pas du tout gulenistes, ils n'avaient absolument aucun lien avec le mouvement Gülen, d'autant qu'il faut souligner aussi que tous les gulenistes n'étaient pas coupables, n'étaient pas des criminels qui méritaient ce traitement. La Turquie actuellement traverse une période de terreur, à l'instar de la Révolution française. On rappelle, la France aussi avec une période de terreur. C'est une période caractérisée par le règne de l'arbitraire, par des arrestations de masse et gouvernée aussi par un pouvoir d'exception. C'est un pouvoir d'exception reposant sur la force. Donc on assiste vraiment à un changement de régime. On assistait déjà depuis 1 an, 2 ans, et que depuis le coup d'État raté, avorté de 15 juillet, Erdogan a accéléré le processus. Aujourd'hui, on assiste vraiment à un changement de régime. Et finalement, on assiste à toutes ces arrestations massives, les limogeages massifs. C'est une conséquence directe, en fait, de cette politique de force arbitraire. Selçuk Demir, ce coup d'État, il a servi de prétexte à éliminer des personnes qui n'avaient rien à voir finalement avec les ennemis de l'État? Absolument pas. Je pense que dans les propos de M. Emre Demir, on voit à quel point, encore une fois, on n'a pas compris les conséquences extrêmement graves de la tentative de coup d'État du 15 juillet. De façon générale, le monde occidental l'a mal compris et l'a mal évalué. On a quand même, je le rappelle parce que c'est important de le dire, une confrérie qui se dit religieuse, qui a mené le 15 juillet dernier une tentative de renversement du pouvoir démocratiquement élu avec des avions de chasse, des tanks dans la rue, plus de 300 morts, des milliers de blessés, des bâtiments publics qui ont été bombardés, notamment l'Assemblée nationale, c'est dire le symbole. Le président de la République qui a échappé de peu à une tentative d'assassinat. On a donc là un véritable cataclysme, un traumatisme vécu par le peuple turc qui, par son courage, a su faire défaut à ces tentatives de coup d'État et à situation exceptionnelle. Malheureusement,
on a une riposte exceptionnelle. Est-ce que si on ne l'a pas compris vu d'ici, est-ce que ce n'est pas aussi à cause de la censure sur les images? Car aujourd'hui, ce qui ne se montre pas finalement pour beaucoup de gens dans le monde n'existe pas à l'heure de la transparence, notamment par les réseaux sociaux et les télévisions. Vraisemblablement non, puisque vous citez les chiffres qui, selon vous, ont l'air très précis. D'ailleurs, je voudrais un peu les corriger, vos chiffres, parce que parmi les personnes qui ont été interpellées, je voudrais faire état du fait que plus du tiers des personnes qui ont été arrêtées suite au 15 juillet ont aujourd'hui été libérées. D'accord. Ce qui montre bien qu'il y a une enquête qui est en cours et que le temps de l'enquête, en effet, voit des gens interpellés, mais également des gens libérés. C'est le propre même de la procédure pénale, de l'enquête, que d'arriver à établir la manifestation de la vérité. Nos chiffres, ce sont ceux de l'agence Reuters, je le précise. Nedim Gursel, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on voit dans les chiffres, est-ce que d'après vous, ces arrestations et surtout le nombre de personnes, le nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui ont été mis au pas correspondent réellement à ce qu'était cette forme d'État parallèle dénoncée aujourd'hui par les autorités? Écoutez, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé lundi dernier à Istanbul avec le journal Cumhuriyet, car c'est ça qui me préoccupe. C'est plus qu'inquiétant, je dirais même, c'est gravissime. C'était un des rares journaux encore de l'opposition. Et je collabore de temps en temps à ce journal. Je trouve inadmissible, révoltant, que 15 journalistes, y compris le rédacteur en chef du journal, soient arrêtés. Et cela se passe dans des conditions tout à fait antidémocratiques. Vous savez, je suis souvent venu sur ce plateau pour parler de la Turquie, et je disais qu'il y avait une dérive autoritaire. Eh bien, ce soir, je ne parlerai pas de dérive autoritaire. Il faut appeler un chat, et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est du fascisme, tout simplement. C'est-à-dire, on arrête les gens qui n'ont pas le droit de parler avec leur avocat pendant 5 jours. Je dois rappeler ici que Aslı Erdoğan, la romancière, est toujours en prison, comme Necmiye Alpay, comme les frères Altan, et ça va s'arrêter où? Ces gens-là n'avaient rien à voir, ils se sont exprimés, ils ont exprimé leur point de vue, comme je suis en train de le faire aujourd'hui sur votre chaîne. C'est tout. Là, il n'y a plus de... Et je suis très content d'entendre Mme Merkel, enfin, un dirigeant européen élève un peu la voix, et c'est ce que j'attends de notre président, M. François Hollande. Marc Semo, ce qui est reproché à ces journalistes, le motif invoqué pour leur arrestation, ces journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, ce serait leur proximité avec les séparatistes kurdes du PKK et avec Hizmet, donc le mouvement guleniste. Est-ce que ces accusations ont un fondement apparent? Ces accusations sont complètement absurdes. Pour une raison d'abord simple, c'est que le journal qui a été, dans le passé, le plus victime des procédures lancées par le mouvement guleniste à l'époque où il était tout puissant dans la justice et dans la police, était justement Cumhuriyet. Le directeur de son bureau à Ankara a fait 2 ans de prison. L'un des dirigeants de la fondation a été arrêté dans le cadre des grands procès lancés par les gulenistes à l'époque où ils faisaient cette infiltration dans l'État, dans l'armée, dans la justice. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est une accusation absurde. Et cela montre effectivement un véritable tournant dans ce qui est en train de se passer en Turquie. Parce que la répression depuis le coup d'État... C'est pas la première fois que les journalistes sont victimes. On l'a vu, 170 médias qui ont été victimes, 170 médias qui ont été fermés, etc. Mais beaucoup de ces médias étaient en grande partie liés à la confrérie de Fethullah Gülen. Il faut voir aussi que la confrérie de Fethullah Gülen était, en tant que mouvement dans la société civile, un mouvement très important. C'était probablement le plus important en Turquie. On peut parler d'un État dans l'État ? On peut parler d'un État dans l'État. La confrérie de Fethullah Gülen, c'était probablement, on ne sait pas exactement combien de membres, mais c'était des centaines de milliers de personnes, voire 1 million. Donc, c'était un mouvement qui avait privilégié l'élite. C'était un espèce de mélange entre l'Opus Dei et un mouvement évangélique américain. Et c'est ce qui explique peut-être l'intérêt qu'avait Erdogan pour se rapprocher de la confrérie au début des années 2000. Ce mouvement, justement, Erdogan a pu
asseoir son pouvoir dans l'État grâce à eux, et celui qui jusqu'ici qui avait le plus aidé, protégé, fait profiter et proliférer cette confrérie dans l'État, qui a remis en cause beaucoup de ce qui était la République fondée par Mustafa Kemal, laïque, une indivisible, c'était Recep Tayyip Erdogan lui-même. Et le paradoxe maintenant, c'est qu'il s'en prend directement à un journal qui, comme le disait Nedim Gürsel, reste une des rares voix indépendantes dans la presse turque, qui, depuis toujours, a été un des plus clairs et un des plus engagés contre la confrérie de Fethullah Gülen et ses dérives. Selçuk Demir, je vous demande de réagir à ce qui vient d'être dit, notamment en tant qu'avocat. Ce qu'évoquait à l'instant Nedim Gürsel sur les conditions d'incarcération d'un certain nombre de personnes soupçonnées de liens avec les gulenistes ou avec le PKK, sans possibilité de voir leur avocat pendant 5 jours, l'absence donc 30 jours, alors, garde à vue. Là, ça va être 5 jours, oui. Mais la garde à vue peut durer jusqu'à 30 jours. Votre réaction? Moi, je suis un jusqu'au boutiste du droit et de l'état de droit. Ce que je constate, c'est que ces journalistes, en effet, ont été interpellés, mais qu'en l'état actuel des choses, c'est une interpellation qui, pour l'instant, ne donne pas lieu à une détention provisoire. Il n'y a pas d'inculpation. Ces journalistes peuvent très bien, ce soir, dans quelques heures, être libérés. Il y a vraisemblablement des chefs qui ont occasionné une interpellation qui sont retenus, mais dans le cadre de ma conception de l'état du droit, je pense qu'aucune corporation, aucun métier n'est au-dessus de la loi, et ce n'est pas parce qu'on est journaliste, quand bien même on le serait en Turquie, dans une situation en effet difficile, qu'on est au-dessus de la loi. On a chacun, journaliste, écrivain, avocat et universitaire, quel qu'il soit, à répondre de nos actes devant la loi. Le climat actuel en Turquie, en effet, est extrêmement lourd, et du fait de la prolifération, notamment des attentats terroristes du PKK, de Daesh, du fait notamment également de l'omniprésence dans les rouages les plus fondamentaux de l'État du mouvement Gülen, on a une volonté de la part de la justice turque de se protéger, une volonté de sauvegarder la République et les institutions démocratiques. Et dans ce cadre-là, malheureusement, personne n'est au-dessus de la loi. Quelles menaces font porter des journalistes à la République, quand bien même leur opinion diffère de celle du pouvoir en place? Alors, ce qu'il faut noter dans le cadre général des interpellations qui ont eu lieu, c'est que beaucoup de ces journalistes ont été interpellés pour, notamment, propagande terroriste en représentation du PKK, qui, vous le savez, est une organisation terroriste reconnue comme telle par la Turquie, mais également la France et l'Union européenne. Le journal Özgür Politika, IMC TV, etc., ce sont des vecteurs de propagande du PKK qui, vous le savez, a multiplié les attentats en Turquie depuis plusieurs semaines, si bien que, naturellement, à situation exceptionnelle, on a des mesures exceptionnelles. Je voudrais juste finir... C'est exactement ce que le pouvoir égyptien a accusé des journalistes d'Al Jazeera de faire en Turquie, en Égypte, et à l'époque, l'AKP s'était porté solidaire. Comparaison n'est pas raison, en l'occurrence, parce que je voudrais quand même signaler un point qui me semble important. En France, on a vécu des attentats extrêmement douloureux, Charlie Hebdo, ceux du Bataclan, et évidemment, la France a dû, à travers l'état d'urgence, mais aussi toute une série de mesures exceptionnelles, se défendre. Et on a eu des milliers de perquisitions, des milliers d'assignations à résidence, d'interpellations et également des placements en détention. La Turquie a vécu des attentats comme le Bataclan et comme Charlie Hebdo de façon quotidienne. Ouais. Mais à la différence de la France, en Turquie, les organisations terroristes, avec notamment l'essor des possibilités données à la société civile, ont des moyens de s'exprimer, et il est naturel que ces organisations terroristes et leurs vecteurs médiatiques soient interpellés. Nedim Gürsel, votre réaction, et ensuite Emre Demir. Oh, mais moi, je ne peux pas laisser dire tout cela. Il y a un problème de fond. Il faut que je m'exprime. En Turquie. D'abord, l'état de droit n'existe plus. Selon vous? Parce que, allez le demander à ceux qui souffrent en ce moment en Turquie. Et allez demander aux victimes du coup d'État. Nos dirigeants, maintenant, veulent rétablir la peine de mort. Non. Eh bien, au lieu de rétablir la peine de mort, il ferait mieux d'abord de rétablir l'état de droit. Disons juste pour... La comparaison n'est pas raison. Oui. Laissez-moi finir. La comparaison n'est pas raison. Et souvent,
on a la naïveté en Turquie de comparer l'état d'urgence actuel avec celui de la France. Mais c'est ridicule. On se moque de qui? Quel écrivain est en prison en France? En quoi est-ce différent? Voilà, Quels sont les journalistes? En Turquie, il y a plus de 150 parlez du délit d'opinion journalistes qui sont actuellement en prison. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des universitaires qui sont poursuivis, qui sont en prison, qui quittent leur pays. Et tout cela ne peut pas être justifié par une autodéfense contre le terrorisme. Non, le président Erdogan semble décider d'aller jusqu'au bout pour éliminer toute forme d'opposition. C'est ça ce que je constate. Marc Semo, vous vouliez faire un point, oui. Justement, de la comparaison entre l'état d'urgence en France et en Turquie, puisque la Turquie l'a justifié en prenant exemple sur la France. Mais la différence principale est qu'en France, il y a un Parlement, il y a un état de droit. En Turquie, il y a un Parlement élu et un état de droit. En Turquie, il y a toujours un Parlement élu, sauf que depuis l'état d'urgence, on gouverne par décret-loi. Pas seulement. Tout ce qui a été pris, toutes ces décisions de suspension, de radiation, etc., ont été faites, c'est la justice, ont été faites par décret-loi. Oui, mais déjà, le Parlement est suspendu de fait. Deuxième chose, c'est le nombre des arrestations. En France, autant qu'ils m'en souviennent, il y a eu, au moment des perquisitions du début, après la proclamation de l'état d'urgence, en tout, il y a eu à peu près 1700, 2000 assignations à résidence et autres, avec des vraies procédures judiciaires. Aujourd'hui, on est en Turquie dans une situation où on les compte par dizaines de milliers, où la garde à vue, on en parlait tout à l'heure... Oui, sauf qu'en Turquie, il y a quand même une tentative de coup d'État. Il n'y a pas eu une tentative de coup d'État en France. Hein, oui. Où avec la garde à vue maintenant est prolongée à 30 jours. Maximum. Oui. Où toutes les organisations, Amnesty, Human Rights Watch, etc., parlent du retour des mauvais traitements dans les prisons, des tortures, des humiliations, etc., pour amener les gens à parler. Il n'y a pas de preuves, on fait de l'abattage. Ensuite, on voit une implosion du système judiciaire et policier, qui ont été purgés l'un et l'autre. Alors, en partie, c'est tout à fait justifié, vu l'implantation qu'avaient les gulenistes dans la police et la justice, de faire de tels limogeages. Mais aujourd'hui, on ne voit même pas comment la justice turque peut, dans l'État, travailler. Vous voulez dire, vu le nombre de gens qui ont été limogés, suspendus, idem dans la police. Donc ce qu'on a l'impression, c'est de voir un État qui est en train d'imploser et qui est lancé dans une espèce de course en avant folle. Et on ne comprend même pas la logique d'Erdogan maintenant, je finis juste là-dessus. Erdogan incarnait une forme d'union nationale après le coup d'État raté. Aujourd'hui, il est passé dans une espèce de vendetta en spirale où on ne voit pas le tout. Alors, je vais vous laisser répondre. Effectivement, on peut se demander comment, après tout ça, la Turquie peut encore fonctionner, comment l'administration et l'appareil d'État peuvent tourner après autant... On parle de 100 000 suspensions, effectivement, de fonctionnaires. D'abord, la principale différence entre les deux états d'urgence, un juge ou procureur sur 3 a été détenu ou limogé. Donc, comment on peut comparer les deux pays? Donc, c'est impossible. Il y a 2 points que je dois faire, je me suis obligé de faire, c'est très important par rapport aux médias. Là, par exemple, on va faire très rapidement. Médias gulenistes, alors que non, il y a une démarche systémique. D'abord, c'était des médias pro-Gulen, après, c'était des médias kurdes. Il faut souligner, tous les médias kurdes ont été décimés, sans exception, y compris les chaînes d'enfants, les chaînes de musique, etc. Même la revue littéraire Evrensel. Et après, les libéraux, les frères Altan, Taraf, les médias libéraux, aujourd'hui, le tour est venu aux kémalistes. Évidemment. Alors, attendez, c'est symbolique, mais c'est pas seulement... Alors, justement, on va revenir sur les chiffres. On doit faire une brève coupure. On va revenir là où on s'est arrêté, sur ces chiffres, et puis ensuite, on passera à l'autre partie qui concernait la stratégie de la Turquie dans son environnement géographique immédiat, à savoir la Syrie et l'Irak. Restez avec nous.